Alors, la première fonction qu'on va présenter, c'est la fonction accueil et orientation. C'est la première fonction parce que aussi, du point de vue de l'apprenant, c'est la première chose qu'il va vivre lorsqu'il va décider d'aller s'inscrire en formation à distance. Toutes les responsabilités que le service de formation à distance va mettre en place pour l'accueillir, ce sont ces responsabilités-là auxquelles il va être confronté dès le début. Quand un élève, quand un apprenant décide d'aller s'inscrire en formation à distance, le premier contact qu'il a, c'est souvent avec un site ou avec du personnel administratif. Et tout se joue en termes de ces premières interactions-là avec le personnel ou les ressources en ligne ou le guide qui a été mis en place pour expliquer un peu comment la formation à distance fonctionne et ce qu'il a besoin de faire pour s'inscrire en formation à distance. Donc ça, c'est le premier niveau d'interaction auquel il va être confronté. Ensuite, il y a un deuxième niveau d'interaction qui va arriver. Cette fois-ci, ça va être plus avec le personnel professionnel, donc les conseillers d'orientation en particulier, pour pouvoir enclencher et valider son projet de formation. La dernière interaction qui fait partie un peu de cet accueil, bien c'est justement l'interaction avec l'enseignant, ce fameux premier contact qui est si important pour faire en sorte que l'élève puisse, que l'apprenant puisse avancer et persévérer par la suite. Donc, trois interactions très importantes dont il faut tenir compte parce que ce sont les premières que les élèves rencontrent. Quand l'élève arrive la première fois sur le site ou discute la première fois avec le personnel administratif, on va lui donner un certain nombre d'informations. Ensuite, le personnel professionnel va ajouter d'autres informations, puis peut-être faire des rappels sur des informations qui ont été données précédemment, à l'étape précédente. Et le personnel enseignant, donc l'enseignant, lors du premier contact aussi, va reprendre des éléments qui ont été dits avant et aussi ajouter de nouveaux éléments. Dans tout ce processus-là, il y a quelque chose de très important qui est inhérent à cette fonction tutorale-là, c'est le défi de la cohérence. Et cette cohérence, les apprenants en sont vont le remarquer très rapidement si elle n'est pas présente. Donc, c'est un élément très, très important de cette fonction tutorale-là. Au niveau de l'amélioration continue du service, il y a aussi la nécessité de bâtir des outils à l'interne qui vont permettre de pouvoir assurer cette cohérence-là, former les enseignants aussi et organiser l'équipe de formation à distance de manière collaborative pour pouvoir analyser le service et y apporter des modifications. Donc, tout ça ensemble permet de s'inscrire dans une démarche à la fois pour favoriser la cohérence dont on parlait précédemment, mais aussi l'amélioration continue de tout ce processus d'accueil. Donc, ces trois éléments-là sont vraiment au cœur de la fonction tutorale d'accueil et d'orientation. La première étant la présentation du service, des ingrédients de la réussite et de l'aide disponible pour y parvenir. On en a déjà un peu parlé, mais l'élément qui est vraiment important, c'est que tout ce qu'on met en place, il faut que ça fasse une bonne impression. Il faut que ça fasse en sorte que l'élève poursuive ses démarches, qu'il ait aussi confiance dans le choix du mode de formation dans lequel il s'apprête à s'embarquer. Donc, il décide d'aller faire les études, de poursuivre sa formation en formation à distance. Il faudrait que le premier contact qu'il a avec ces informations-là le convainque que c'est vraiment une bonne voie comme telle. Donc, que ce soit par un guide d'accompagnement, un site avec
un guide d'accompagnement ou un site, il faut que les informations soient claires, puis il faut qu'elles soient complètes. Il faut aussi, il y a deux éléments importants qu'on retrouve, c'est penser à la fois au futur apprenant, donc celui qui n'est pas encore inscrit, et penser aussi au soutien de l'apprenant qui est déjà inscrit. Donc, il y a ces deux facettes-là. Des fois, on oublie de penser au futur apprenant ou inversement à l'apprenant inscrit. Il faut toujours avoir ces deux publics cibles-là en tête quand on construit ces documents. Ici, on présente un exemple de ce qui pourrait se retrouver dans les ressources qu'un futur apprenant qui voudrait s'inscrire en FAD aurait besoin. Bon, il y a des informations générales, il y a des informations plus spécifiques au service, comme les périodes d'inscription, l'horaire d'accueil, la description du processus d'admission avec les conditions d'admission, le détail des documents à remettre. Ça, c'est déjà quand même des éléments qui sont présents pour les élèves normalement qui s'inscrivent en présentiel. En revanche, le troisième élément, la comparaison des différents modes de formation, ça c'est quelque chose qui est important justement pour aider l'élève à savoir ce qu'on attend de lui en formation à distance avant qu'il s'inscrive, de sorte qu'il puisse déjà être dans une réflexion par rapport à ce mode de formation et à ce que ça va lui demander. Donc, de trouver une manière de pouvoir l'amener à comparer les modes de formation, c'est quelque chose qui est important pour l'aider à faire un choix. Et ensuite, peut-être même un accès à un conseiller. Il y a des endroits qui ont offert cette possibilité-là. Donc, l'élève est en train de se poser des questions, mais il peut aller questionner tout de suite quelqu'un qui est là pour ça. Donc, c'est un élément qui peut être mis en place. Deuxième responsabilité, la clarification, la validation, l'enclenchement du projet académique et professionnel. Là, l'élément que je ferai ressortir, c'est le fait que la rencontre avec le conseiller, lorsqu'elle a lieu, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais c'est la première rencontre significative que l'apprenant va avoir avec une des personnes, un des membres de l'équipe de formation à distance. Et s'il faut choisir, c'est-à-dire si on ne peut pas faire en sorte que tous les élèves rencontrent des conseillers d'orientation, mais il faut vraiment bien cibler ceux qui vont pouvoir en bénéficier de façon systématique. L'idée est d'établir tôt un projet de formation parce que, ça s'est démontré, ça améliore la persévérance et la réussite des élèves lorsqu'ils savent où ils s'en vont. À l'intérieur du projet de formation, ben, enfin parallèlement, en fait, on va mettre en place des portraits. Alors, il y a 4 portraits qui sont importants. Il y a le portrait scolaire, le portrait personnel, le portrait professionnel et technologique d'un apprenant. Ça permet ensuite à l'équipe, à tous les membres de l'équipe qui vont transiger avec l'apprenant, de pouvoir personnaliser l'accompagnement qu'ils vont lui offrir. Donc, ce sont 4 portraits très importants. On va y revenir. Au niveau du projet de formation, il y a 3 étapes. Il y a la clarification du projet, sa validation, son enclenchement. Ces 3 étapes-là sont importantes, sont successives, mais elles ne sont pas forcément linéaires puisque un projet de formation évolue avec le temps. Donc, c'est quelque chose qu'on enclenche idéalement à l'accueil et qui, par la suite, va évoluer. Au niveau de la troisième responsabilité, on parle de la préparation proactive et stratégique du premier contact académique. Ce premier contact est extrêmement important, je l'avais mentionné précédemment. Il doit avoir lieu le plus tôt possible. Il y a des services dans lesquels on fait en sorte que l'élève, dès qu'il termine son processus d'admission, il reçoit, mettons, son matériel, tout de suite, il rencontre l'enseignant. On évite qu'il y ait un délai qui se passe entre le moment où l'élève, justement, est inscrit dans le service et le moment où il va rencontrer son enseignant. Il faut tout mettre en place pour raccourcir le délai parce que c'est un facteur de persévérance très, très net que le fait de rencontrer son enseignant rapidement.
Du côté de l'enseignant, il se prépare. On a dit qu'on avait mis en place des portraits. Il se prépare en consultant ces différents portraits pour faire en sorte que lorsqu'il rencontre l'apprenant, il puisse le renseigner, le structurer, puis aussi lui donner une certaine formation, des fois, sur des éléments importants pour débuter. Puis, de façon générale, il va rassurer l'apprenant. C'est le rôle vraiment de ce premier contact. Il discute le contexte d'études, l'échéancier, un calendrier de suivi. Ces trois éléments-là sont très importants. On va regarder ça tout de suite. Quand on parle de contexte d'études, en fait, dans le portrait personnel qui peut avoir été dressé pour l'élève, pour l'apprenant, il y a des éléments qui font référence au contexte d'études, à savoir ses contraintes d'organisation personnelle, mais ça vaut la peine d'en discuter avec l'élève pour lui faire réaliser qu'il doit aménager son espace d'études chez lui, de sorte à pouvoir garantir des moments significatifs d'études. Donc, il faut avoir une discussion avec lui par rapport à son organisation personnelle. Il faut aussi revenir sur la notion d'autonomie puis de proactivité, en discuter avec lui pour voir qu'est-ce que ça signifie. Expliquer les exigences de la matière, bien entendu, présenter le type d'accompagnement pédagogique, donc feuille de route, etc., et en bout de ligne, rassurer. C'est vraiment un élément très important. Au niveau de l'échéancier, discuter de l'organisation personnelle de l'élève, mais c'est aussi discuter de ses contraintes de temps pour voir si, en fonction des objectifs qui sont présents dans son projet de formation, si le rythme d'apprentissage que ça implique est réaliste. Et sinon, ajuster l'échéancier pour pouvoir avoir un rythme d'apprentissage réaliste puis atteindre les objectifs du projet de formation. Donc, la discussion sur l'échéancier, c'est extrêmement important. Puis, ça permet aussi, par la suite, de discuter des disponibilités de chacun pour convenir de dates d'échange en synchrone, en prévision des dates importantes donc, de l'échéancier. Il faut toujours envoyer une perche à l'élève pour le prochain moment où on va se voir. Il faut toujours planter une graine pour la prochaine fois. Donc ça, c'est le début. Préciser les modalités des rencontres et valider aussi les requis et l'aisance technologique, justement, si dans les modalités, ça demande d'utiliser, je ne sais pas moi, une classe virtuelle. Est-ce que l'apprenant a un casque? Est-ce qu'il a le matériel? Est-ce qu'il veut faire des tests? Donc, c'est des éléments dont il faut discuter avec lui lors du premier contact. Quatrième responsabilité, on revient à la cohérence de la communication durant le processus d'accueil. Alors, on avait dit qu'on pouvait mettre en place un guide d'accompagnement pour harmoniser les pratiques de l'ensemble des enseignants. On peut aussi plus largement documenter les pratiques d'accueil, mettre en place aussi un mentorat lorsqu'il y a des nouveaux enseignants qui arrivent. Tout ça dans le but de favoriser cette cohérence. Parce qu'en bout de ligne, c'est les élèves qui en font les frais si elle n'est pas présente. Et aussi faire en sorte de regrouper l'équipe de formation à distance à des moments où ils vont pouvoir analyser ce processus d'accueil et l'améliorer. Donc, se placer dans une posture d'amélioration continue. Je veux vraiment aller au processus d'accueil. Quand on parle de l'amélioration du processus d'accueil et le fait d'asseoir l'équipe FAD pour pouvoir y réfléchir de façon régulière, on va dire. Mais c'est de toute l'équipe de formation à distance dont on veut parler, et ça inclut le personnel administratif. Et en fait, j'ai été surpris de trouver dans la littérature que cet élément-là avait été nommé, parce qu'il y a un décrochage qu'on appelle précoce et qui est directement relié justement à, je dirais, l'impact
dû au personnel administratif. Et l'expression artefact administratif a été utilisée pour désigner ce décrochage dit précoce. Donc, c'est quelque chose d'important. Quand on parle de l'équipe de FAD, ben, c'est toute l'équipe et le personnel administratif qui rencontre les apprenants au tout début a une extrême importance, justement, parce que ce sont eux qui vont donner les premières informations et donner le premier ressenti à l'apprenant du service dans lequel il s'engage.